Si le taux de participation des jeunes en politique en République démocratique du Congo est de moins en moins considérable, il se pose tout de même deux autres questions, notamment le leitmotiv. Pourquoi s'engage-t-il, ceux qui s'engagent justement, pourquoi s'engagent-ils en politique et pourquoi n'y trouve-t-on pas les valeurs républicaines bien imprimées? Nous parlons de cela dans ce numéro de l'invité avec un professeur d'université, engagement politique, diagnostic de la participation de jeunes. Bienvenue à vous, madame, monsieur, dans ce numéro de l'invité dans lequel je reçois le professeur émérite Ngomabinda. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Gaëtan. Monsieur le professeur, avec vous, nous allons réfléchir sur l'engagement politique de manière un peu générale, mais particulièrement sur l'engagement des jeunes. Je vous présente rapidement, vous êtes bien connu dans les milieux scientifiques congolais, vous êtes philosophe. Professeur émérite il y a quelques semaines déjà, vous avez été politique aussi, bien que dans ce numéro, nous ne parlons pas de vous en tant que politicien, mais beaucoup plus en tant que scientifique. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. On ne sait plus en compter aujourd'hui. Depuis 1990, vous avez commencé à écrire depuis les États-Unis d'Amérique, au Congo ici. Vous avez parlé de la philosophie politique, de l'engagement des jeunes. Voilà un tas d'ouvrages comme ça qu'on peut trouver facilement sur Internet. Merci d'avoir d'abord répondu à notre invitation. Oui, c'est un plaisir de venir parler des jeunes, surtout de vous autres. Alors, première question rapidement, une question assez banale, monsieur le professeur. Vous enseignez les jeunes beaucoup plus. Pourquoi les jeunes s'engagent en politique? Je crois que les jeunes sont beaucoup plus motivés que les autres, les adultes. Lorsque vous voulez entrer en politique, il faut y entrer jeune. Absolument. Parce que c'est à cet âge-là que on commence effectivement à avoir des ambitions, qu'on commence en même temps à avoir des insatisfactions, des frustrations vis-à-vis de la manière avec laquelle nos aînés, leurs aînés, mènent la politique. Vous savez, ce qui est le propre des jeunes, c'est que sont des personnes qui aspirent toujours à quelque chose de bon, de meilleur que ce qui est fait. Et donc là, chaque fois que vous voyez un jeune, et j'enseigne ça aux jeunes gens, aux jeunes étudiants, chaque fois que vous voyez un jeune vouloir entrer en politique, il faut le laisser entrer en politique. Seulement, entrer en politique signifie plusieurs choses. Ouais. Entrer en politique signifie commencer par le niveau qui correspond à l'âge qu'on a. Les jeunes, la jeunesse, généralement, doit se définir comme la période qui vient après l'adolescence. C'est-à-dire à peu près à partir de 20 ans. 20 ans. L'âge physique des jeunes, à partir de 20 ans, après les études secondaires. Là, vous entrez dans la jeunesse. Avant cela, c'est vraiment l'adolescence ou l'enfance, etc. Et la jeunesse va donc de 20 à peu près 40 ans, à mon avis. C'est toujours assez malaisé, même en psychologie, de déterminer l'âge réel, l'âge physique, psychologique, etc. des gens. Mais on convient que lorsqu'on est dans la tranche de 20, ici chez nous, la Constitution permet déjà qu'à 18 ans, vous puissiez entrer en politique et faire la politique, etc. Mais de façon logique et pragmatique, je crois qu'à partir de l'âge de 20 ans jusqu'à 40 ans, on est encore jeune. Alors, restons encore dans la genèse de la participation politique des jeunes. Oui. Est-ce que tout jeune peut faire la politique? Tout jeune c'est une vocation qui s'est donnée à tout le monde. Oui, tout jeune peut faire la politique, pourvu que, dans mes réflexions, dans ma théorie, qu'il ait l'âge adulte. On ne fait pas la politique à l'âge d'enfance ou d'adolescence ou simplement de la jeunesse. Il faut une jeunesse adulte. J'appelle, dans ma théorie, il faut
un âge politique adulte. C'est-à-dire physiquement, comme je le disais, suivant les niveaux, lorsque vous voulez aller postuler à la commune, au secteur ou à la chefferie, qui sont des pareils, eh bien, 18 ans, 20 ans, surtout 20 ans, c'est-à-dire après les humanités, c'est bon. Vous pouvez aller, effectivement, fourbir les arbres à partir de la commune, à partir des secteurs, etc. Et puis, vous avancerez peu à peu jusqu'à la mairie et puis plus loin, jusqu'au poste électif. Donc, je pense que les jeunes doivent avoir un âge physique, un âge intellectuel adulte, un âge physique adulte, un âge intellectuel adulte et un âge éthique ou moral adulte. L'âge intellectuel adulte signifie qu'il faut avoir fait les études les meilleures possibles. Ok, je vous poserai la question sur les études. Il faut les études les meilleures possibles. Et il faut un âge politique, un âge moral adulte, c'est-à-dire un âge où on a assimilé les valeurs citoyennes, morales les plus importantes possibles pour avoir la capacité nécessaire, effectivement, de faire la politique. La politique ne se fait pas, la vraie politique, pas nécessairement celle qui s'est faite chez nous, mais la vraie politique s'est faite donc avec ce triple aspect, âge physique adulte, âge intellectuel, les bonnes études, pourquoi pas les licences, le graduat à la licence, et l'âge éthique. Ok. Alors, vous dites que tout jeune, toute personne peut faire la politique. Donc, en tout homme, il y a un homme, il y a l'homme d'État en puissance, en tout homme. Oui, en tout homme, oui, je le disais tout à l'heure. En tout homme, il y a toujours comme, surtout chez les jeunes, une ambition, une aspiration à pouvoir changer le monde, à pouvoir bousculer le monde, à pouvoir parfaire le monde. Parfaire parce que tout véritable jeune, sans la nécessité du meilleur, sans la nécessité du changement, sans absolument la nécessité de faire mieux, de progresser. C'est cela le jeune. Le jeune, regardez dans tous les pays, dans tous les partis politiques, en fait ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont là, qui eux sentent que de l'intérieur, il faut s'engager, il faut faire quelque chose. Consciemment ou inconsciemment, les gens s'engagent. Les jeunes se disent, il faut y aller. À part, évidemment, la considération qui viendrait d'un intérêt personnel. Par exemple, occuper un poste, par exemple, avoir un emploi, avoir de l'argent, etc. Indépendamment de cela, mais dès le départ, il y a comme une poussée intérieure qui vous amène à vouloir aider votre société à mieux se faire présenter et auprès des citoyens et auprès de l'extérieur. Vous voyez, là, c'est une vertu donc qui est nécessaire pour les jeunes, c'est une vertu nécessaire pour toute une nation. Une nation qui n'a pas des jeunes qui ont l'ambition, qui ont des aspirations fortes à vouloir que le pays avance, là, c'est une misère. Un pays doit avoir des jeunes qui puissent vouloir vraiment transformer les choses. Regardez, la plupart des révolutionnaires, la plupart de ceux qui ont changé le monde sont des jeunes. Sont des jeunes. À l'âge de 30 ans, à partir, il y en a, Mao Tse-tung, mais ce sont des gens qui ont commencé juste à l'âge de 22 ans, 25 ans. Hein? Ici, donc, les jeunes ont leur place, mais ils doivent avoir, tout en étant jeunes, ils doivent avoir l'âge adulte. Vous avez, vous avez parlé de l'âge adulte intellectuel. Requis, sans évoquer particulièrement une étude. Est-ce qu'il existe ou il y aurait des études qui prédisposeraient à faire la politique? Ah oui. Qui donnerait un avantage à quelqu'un, oui, à une personne, à bien se retrouver en politique? Ah oui. Effectivement, pour bien... Ou soit cela n'importe pas. Pour bien se retrouver en politique, bien entendu, il faut faire effectivement les études. Les études
des sciences politiques, les études de philosophie, les études de droit. Voilà 3 créneaux possibles pour des acteurs, des jeunes, et n'importe quel acteur politique, même physiquement adulte, c'est-à-dire à partir de 40 jusqu'à 70 ans ou plus. Ben, c'est cela. Les études philosophiques, les études des sciences politiques, les études de droit sont avec, on peut ajouter, les études littéraires, psychologiques, pédagogie, psychologie. Eh bien, c'est un créneau qui effectivement amène beaucoup plus les jeunes à pouvoir faire une bonne politique en ayant acquis la science nécessaire dans toutes ces disciplines. Alors, professeur, quand vous regardez les jeunes qui s'engagent en politique aujourd'hui, vous êtes fiers? Bon, vous dites est-ce qu'ils rencontrent réellement toutes les théories que vous évoquez? Bien, je dois dire que je suis fier, mais parce que de nature je suis optimiste, mais malheureusement les jeunes ont parfois dans la politique qu'ils font, c'est-à-dire notamment dans l'engagement aux partis politiques, il y a comme parfois une, non pas naïveté, mais une sorte d'engagement enthousiaste, irréfléchi. Irréfléchi parce qu'il s'engage, parce que celui qui est là est mon frère, celui qui est là est de mon camp ethnique, parce que celui-là qui est là promet des choses, même si on sait qu'il est difficile qu'il réalise ce qu'il fait, mais on s'engage. On accompagne, mais malheureusement, ce qui s'est fait également, c'est que, ce que je déplore également, c'est que les jeunes ne comprennent pas toujours que ceux qu'ils mettent en avant, ceux pour qui ils transportent les mallettes, pour qui ils chantent, surtout chez nous ici, on chante. En Europe, il n'y a pas toutes ces histoires folkloriques, des chansons pour tel homme politique. Nécessairement, non, vous ne trouverez pas ça. Ce sont des idées qui comptent. Le problème se trouve à quel niveau? Le problème, c'est que au niveau de l'éthique ou au niveau des études? Mais au niveau surtout des études. Au niveau des études, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore atteint, ces jeunes-là, l'âge intellectuel adulte. Ils ne l'ont pas. C'est l'âge de l'émotivité, c'est l'âge simplement du suivisme, du sentimentalisme. Bon, voilà, les chansons, c'est beau. Vous voyez, c'est un peu comme de la musique. Ce sont les jeunes qui aiment la musique. Ce sont des jeunes qui aiment les passions, les émotions. Hein? La manière tout à fait brute d'entrer dans la vie. Ce sont les jeunes. Et là, il n'y a pas alors une réflexion préalable. Et là, les jeunes souvent se trompent, souvent donc sont utilisés par ceux-là qui auront eu la chance de pouvoir être au-dessus d'eux, hein, sur le plan structurel, sur le plan social. N'est-ce pas aussi un problème de configuration politique actuelle en République démocratique du Congo qui ne favorise pas cela? Puisqu'il y a de moins en moins des jeunes qui se permettent d'avoir une idée fixe, une idée certaine, se construire une opinion personnelle de la politique, avoir une idéologie par exemple. Oui, j'aimerais vous dire que, avant de répondre à ça, que ce sont les jeunes qui nous ont dirigés jusqu'ici, depuis l'indépendance. Ce sont les jeunes. On ne les remarque pas assez. C'est pour cela que la maturité des jeunes doit pouvoir savoir également, doit pouvoir avoir comme élément la patience. Ce sont les jeunes qui nous ont dirigés. Le premier président de la République, c'était peut-être le plus âgé, 43 ans quand il arrive à la tête de la République. Lumumba avait 35 ans. Monsieur Joseph Désiré Mobutu, 35 ans. Ce sont des jeunes. Tous sont des jeunes, y compris leurs ministres. Ce sont des jeunes. Donc les jeunes ne doivent pas se plaindre. Le Joseph Kabila, vous savez à quel âge il est arrivé au pouvoir? À 29 ans. Ce sont des jeunes qui jusque-là nous ont dirigés. Le président Félix Tshisekedi, voilà, avec Kasavubu, cela se situe déjà dans véritablement ce que j'appelle l'âge physique adulte, du moins à la tête du pays, au sommet du pays.
J'ai toujours pensé que si vous n'avez pas 40 ans, vous ne pouvez pas accéder au poste de président de la République. Même 45 ans, peut-être jusque-là au-dessus, oui. Parce que quand on est jeune, je le disais tout à l'heure, on a des sentiments. On a un stock de sentiments qui s'exprime de manière beaucoup plus forte que chez un adulte. L'adulte devient plus posé. L'adulte devient plus sage. L'adulte devient plus patient, plus réfléchi. L'adulte physiquement. Et s'il est adulte intellectuellement, c'est encore mieux. Là, vous avez la chance alors d'avoir une politique vraiment bien menée. Souvent, dans nos pays, c'est pour cela que nous n'avançons pas en Afrique, l'émotivité dont a parlé Senghor est encore trop présente, y compris dans le secteur politique. L'émotivité, l'émotion, c'est le sentiment qui mène. Nous ne planifions pas suffisamment ce que nous faisons. Et planifier signifie mener une réflexion mûrie, systématique, qui puisse effectivement vous sortir lentement dans la patience et dans la souffrance de la misère que vous connaissez, de la situation de sous-développement que nous connaissons, de la misère que nous sommes en train de vivre. Donc il faut planifier. Et là, c'est la personne physiquement adulte, intellectuellement adulte, moralement adulte qui puisse arriver à pouvoir sortir. Monsieur le professeur, qu'est-ce qui explique ce sentiment chez les jeunes de faire la politique pour se faire une santé financière? Oui, bon, là c'est tout à fait normal. Hein. Lorsque on est jeune, on est... Il y a comme un affairisme bien prononcé en politique. Non, d'abord, ce qu'on fait, c'est que quand on a fait les études, on a terminé, on cherche du boulot, on cherche du travail, on cherche à fonder une famille, un foyer, donc il faut des moyens. Et si on n'a pas les moyens nécessaires dans l'économie, dans la culture ou autre secteur, eh bien, on cherche aussi dans la politique. On ne doit pas évacuer la politique comme possibilité de travail, comme possibilité d'avoir des moyens pour pouvoir avancer dans la vie. C'est normal, c'est un secteur qui existe dans la société et il faut que les gens y aillent. Mais ce que peut-être vous voulez souligner, c'est le fait que on va en politique, on entre en politique de manière pressante pour pouvoir avoir immédiatement des intérêts financiers colossaux, de l'enrichissement. Et là, alors, une question que vous avez posée aussi, c'est que justement, alors, la faute des adultes qui sont déjà là en politique, qui malheureusement montrent l'exemple aux autres que dans la politique. En faisant la politique, on s'enrichit. En faisant la politique, on vous permet de voler. Vous volez, vous sortez de la prison, vous revenez, etc. C'est cela le mauvais côté que prend justement le jeune auprès de l'adulte, disons, auprès de celui-là qui est déjà là. C'est-à-dire, souvent, c'est l'adulte sur le plan physique, adulte, mais sur le plan intellectuel, on ne peut pas être adulte parmi ceux qui sont là. Surtout sur le plan moral, on n'est pas adulte. On n'a pas toutes ces valeurs qui font que, effectivement, on soit citoyen, on soit quelqu'un qui aide le pays à avancer. Là, on n'est pas suffisamment dur. Alors, ce sont ces gens-là qui donnent l'exemple, surtout là où le vol, le détournement des biens publics est devenu un exercice indispensable pour pouvoir s'enrichir. Et là, c'est dommage. Et chaque fois, je vais vous enseigner ça dans mes leçons d'éducation à la citoyenneté, chaque fois que quelqu'un commet un acte civique, il crée une possibilité, un couloir de destruction de sa nation. Chaque fois qu'il commet un acte comme ça, d'incivisme. Et les détournements que les gens, mais pour le moment, considèrent comme banal, comme un jeu banal, comme quelque chose qui est naturel. Eh bien là, c'est la voie de la destruction totale de notre pays. Vous verrez, d'ici 10 ans, 20 ans, les méfaits de ce que nous faisons aussi, les conséquences. On en subit déjà aujourd'hui. On en subit déjà, mais ce sera beaucoup plus grave encore d'ici 10 ans, 20 ans. Parce que le niveau de corruption, le niveau
de destruction morale qui est le nôtre pour le moment est tel que nous sommes en train de... Les gens ne le remarquent pas, mais les penseurs le remarquent. Ceux-là qui voient, qui ont une vision relativement longue et lucide de notre comportement et de notre vie, savent que nous sommes en train d'aller vers notre destruction. On ne devra pas s'étonner d'ici 30 ans, 20 ans, 50 ans que des petits pays viennent nous envahir tous et prennent notre pays. On ne devra pas s'étonner. Les gens ne savent pas très bien que nous sommes dans une guerre, non seulement entre nous et les pays voisins, mais entre les races du monde, entre les nations du monde. Chaque nation survit grâce à la puissance qui s'est faite face aux autres. On peut être pacifiste soi-même, mais les autres ne le sont pas nécessairement. Et donc, il faut se préparer. Et comment on fait pour remédier à cela, monsieur le professeur? D'abord, voilà. Donc, j'allais dire ici, si which pacem para bellum. Celui qui veut la paix peut par la guerre. Oui, et cette guerre-là n'est pas simplement la guerre des armes physiques, mais la guerre intellectuelle, guerre des intelligences d'abord, et des ruses. Il faut être rusé d'une manière ou d'une autre face à des intelligences qui sont là. Il faut un peu de ruse, c'est-à-dire une intelligence qui puisse être supérieure à l'autre pour pouvoir se dévier. Donc, il faut la culture de l'intelligence, c'est la première chose qu'il faut avoir. Okay. C'est la culture de l'intelligence. Et la culture de l'intelligence, on l'acquiert justement à travers une éducation de qualité. Depuis la base, depuis la maternelle, depuis la famille jusqu'à l'université. Ce n'est pas le seul travail des professeurs d'université, ça doit commencer à la famille. Ce n'est pas seulement le travail de l'université. C'est la dernière question, oui. C'est également le travail des parents, de l'école, primaire et secondaire, et aussi des partis politiques et de tous les foyers, et du gouvernement. Lorsqu'on dit qu'il faut que les partis politiques éduquent leurs militants, mais ce n'est pas simplement éduquer à pouvoir faire des coups bas aux autres partis politiques, ce n'est pas simplement éduquer pour pouvoir aller chanter des jalelo, mais éduquer à la force morale qui puisse faire en sorte que le parti politique y gagne, la nation y gagne, le pays soit vainqueur face à d'autres qui sont aussi à l'affût de leur puissance, qui vous regardent. Dès qu'ils trouvent que vous êtes faible quelque part, ils en profitent. Malheureusement, les acteurs politiques ne le savent pas suffisamment. Ils ne savent pas planifier. Et planifier, je vous assure, ça demande de la patience et du silence. Ce n'est pas que lorsqu'on a mis sur pied un petit texte là, où tu vois, on va clamer, on va dire, mais vos ennemis se saisissent de ça. Et ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Ils vont vous attaquer, ils vont chercher le point faible de ce que vous faites. Et c'est par là qu'ils vous auront. Merci. Donc voilà, je crois que il faut mûrir, il faut grandir en politique. Il faut avoir l'âge politique adulte. Merci, monsieur le professeur Pambou Ngoma-Binda. Je rappelle, vous êtes professeur émérite et philosophe, auteur de plusieurs ouvrages sur la philosophie politique, sur la démocratie participative également. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver dans le tout prochain numéro.